Et voici la vidéo règle de Shinobi Wata, un jeu de Théo Rivière, illustré par Nayad. C'est un petit jeu de cartes qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, et c'est édité par Purple Brain. Au niveau matériel, on va tout d'abord trouver 94 cartes Shinobi, comme ceci, qui représentent en fait différents personnages ninja appartenant à différents clans. Donc à chaque fois, il y a toujours la même image quand les cartes appartiennent au même clan. Donc voilà, on va bien mélanger ce paquet de cartes avant de le disposer sur la table. Vous trouverez ensuite 4 pions maître ninja qui seront attribués à chaque joueur autour de la table, et chacun pourra donc placer ce jeton devant lui. Et lorsque vous allez débuter le jeu, jouer en mode initiation, vous n'aurez besoin que de ce matériel-là. Effectivement, dans le mode normal du jeu, vous utiliserez du matériel supplémentaire fourni évidemment dans la boîte, un plateau, ainsi que 3 paquets de cartes, un paquet cour impérial, un paquet temple de l'ombre, un paquet carte boss, un jeton chouchou de l'empereur, et enfin des petits shurikens comme ceci, à la couleur de chaque joueur, et qui serviront à comptabiliser les points obtenus lors de chaque manche de jeu. Mais pour l'instant, nous allons voir les règles initiales sans ce matériel. Alors, en mode petit scarabée, le mode initiation, on ne va donc utiliser que les cartes Shinobi, donc ce sera le paquet Shinobi qui sera ici. À côté, il y aura une défausse qui s'appellera le Jingoku. Attention, il faut bien retenir ces noms-là, Shinobi, Jingoku, car sur les cartes, en fait, il y a des pouvoirs spéciaux qui vont faire référence au Jingoku et au Shinobi. Pour débuter la partie, chaque joueur va tirer une carte du dessus du paquet et la montrer. Et on va regarder qui a le plus gros chiffre, et ce sera le joueur qui a le plus gros chiffre, en fait, de tirer, qui sera premier joueur. Donc là, par exemple, c'est ce joueur-ci qui sera premier joueur. Ensuite, toutes les cartes qui ont été révélées pour ceux-ci vont être placées dans le Jingoku. Et enfin, nous allons distribuer des cartes à chaque joueur. On va tout simplement distribuer 8 cartes à chaque joueur autour de la table, sauf le premier joueur, qui ne recevra que 7 cartes. Ceci étant fait, chacun va pouvoir évidemment consulter sa main, et nous sommes prêts à débuter la partie. Mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes dans l'Empire de la Lune, et l'Empereur, le fils de la Lune, commence à se faire vieillissant, et les seigneurs de guerre décident de se battre en fait pour devenir le nouvel empereur et poser leur honorable postérieur sur le trône. Et pour cela, ils vont faire appel à des clans de ninjas, et ces clans de ninjas vont se battre en fait pour savoir qui sera le nouvel empereur. Il va donc falloir, dans ce mode d'initiation, en fait, réussir à poser des clans qui vont être supérieurs en force par rapport à ceux posés par les adversaires. Alors, en mode petit scarabée, nous allons jouer sur une seule manche, alors qu'en mode normal grand maître, on jouera sur 3 manches. Sinon, les règles du jeu, lors d'une manche, sont exactement les mêmes, à quelques différences près que nous verrons tout à l'heure dans la règle complète. Alors, à partir du joueur qui a été désigné premier joueur, nous allons jouer à tour de rôle, jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à poser un 4e clan de ninja devant lui. Dès qu'un joueur aura posé son 4e clan, la partie s'arrêtera immédiatement et on fera le total en fait des points des clans ninja posés devant nous pour avoir l'ordre de jeu, savoir qui est premier, deuxième, troisième et quatrième si on joue à 4. Alors, lors du tour d'un joueur, à commencer par le premier, chacun va avoir 3 phases à effectuer. La première phase, piocher une ou plusieurs cartes. Deuxième phase, poser une ou plusieurs cartes. Et troisième phase, défausser une carte dans le Jingoku. Alors, première phase, piocher une ou plusieurs cartes. Effectivement, lorsque c'est à vous de jouer, vous avez le choix soit de prendre une carte sur le dessus du paquet et de l'ajouter en fait à votre main, soit si vous voulez recevoir éventuellement plus d'une carte, vous pouvez décider, avant de la piocher évidemment, de vous corrompre. Alors comment ça se passe? À ce moment-là, vous direz, je veux me corrompre, je tire la première carte, je regarde le chiffre qui est marqué, auquel je vais ajouter 2 points, donc 4 et 2, là par exemple, ça fait 6. Cette carte, je vais la poser sous mon petit pion pour montrer qu'elle fait partie de ma corruption. Et ensuite, le chiffre obtenu, c'est-à-dire 6 dans cet exemple, eh bien, c'est le nombre de cartes qui vont venir immédiatement rejoindre ma main. Donc c'est sympa pour piocher plein de cartes. Mais le problème, c'est que ces points placés dans
sous mon personnage ninja, eh bien c'est des points que je devrais soustraire de mon total à la fin du jeu. Donc attention à ne peut-être pas le faire trop souvent. Ensuite, nous allons passer à la phase 2, qui est la phase où nous allons poser des cartes devant soi, c'est-à-dire poser des clans. Première possibilité lors de cette phase, poser un clan, c'est-à-dire poser de 2 à 4 cartes du même clan sur la table devant moi, et éventuellement appliquer les effets spéciaux des cartes que j'ai posées. Deuxième possibilité, renforcer un clan qui est déjà placé devant moi en lui ajoutant de 1 à 3 cartes. Mais pour le moment, évidemment, en début de partie, nous n'avons pas de cartes de poser devant nous, donc je vais être obligé, si je souhaite poser des cartes, eh bien, poser un clan devant moi. Alors, quels sont les différents types de cartes que les joueurs ont en main? Nous avons 3 types de cartes. Il y a des cartes clans, par exemple clan de l'ours, clan du singe, clan du corbeau, qui ont chacun une couleur particulière, ainsi qu'un dessin qui est identique sur toutes les cartes appartenant au même clan, même si les chiffres peuvent différer, par contre, les pouvoirs spéciaux et l'image sont les mêmes. Ensuite, deuxième type de carte, nous avons les cartes Ronin, qui sont des cartes Joker à bord blanc, comme ceci, et qui pourront être ajoutées au clan pour pouvoir faire comme si c'était une carte verte, par exemple, supplémentaire, ou pour remplacer n'importe quelle autre carte de n'importe quel clan. Enfin, nous avons des cartes spéciales avec un bord en bambou comme ceci et un chiffre blanc, ce sont des cartes yokai. Les cartes yokai ne peuvent pas être utilisées lorsqu'on choisit l'option poser un clan sur la table, elles ne pourront être posées qu'en renfort d'un clan déjà posé à un tour précédent. Alors voyons l'action poser un clan puisque c'est la seule chose que je peux faire. Je peux éventuellement passer ce placement de clan car cette action n'est pas obligatoire mais comme dès qu'un joueur aura placé son 4e clan, la partie prendra fin, j'ai plutôt intérêt à ne pas perdre de temps. Alors lorsque je veux poser un clan, je suis obligé de poser au minimum 2 cartes du clan. Donc là, par exemple, pour ces 3 couleurs que j'ai en un seul exemplaire, eh bien c'est impossible de commencer un clan, sauf par l'adjonction en fait d'une carte Ronin qui est un joker. Donc j'aurais quand même pu, par exemple, utiliser un joker pour placer ce clan du corbeau sur la table, ou bien les 2 jokers pour poser en fait 3 cartes du clan du corbeau. Mais là pour l'instant j'ai déjà des cartes en main, je décide donc de poser plutôt le clan du dragon, et je suis obligé de poser, enfin je peux poser en fait des cartes de 2 à 4 cartes. Donc en fait j'en pose 3 sur la table. Ensuite, l'effet des cartes clans que je viens de poser vont s'effectuer. Effectivement, il y a toujours sur chaque clan, en fait, 2 pouvoirs spéciaux qui sont identiques sur chacun des clans différents. Là, par exemple, le clan du dragon, en fait, me fait un pouvoir lorsque je pose 2 cartes et lorsque je pose 3 cartes à la fois. Donc ça marche toujours sur tous les clans du jeu, en fait, lorsqu'on pose 2 clans ou lorsqu'on pose 3 clans, eh bien un pouvoir spécial se déclenche qu'on va être obligé d'effectuer. Donc là, pour le clan du dragon, comme j'ai joué 3 cartes, eh bien je lis ce qui est marqué, consultez les 5 premières cartes de la pile Shinobi, gardez-en 2 et défaussez les autres. Le Shinobi, je vous rappelle que c'est ces cartes-là, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais pouvoir regarder ces cartes que j'ai piochées, évidemment en fonction de ce que j'ai en main. Je décide des 2 que je vais garder en main. Imaginons par exemple que je lise bientôt toutes les capacités spéciales. Je n'ai qu'un orange, donc ça m'arrangerait en fait d'avoir un clan supplémentaire du renard. Je décide de piocher 2 cartes renard. Évidemment, je prends celles qui ont les chiffres les plus importants, puisque c'est ça qui va compter en fin de partie. Et les autres, eh bien, je les défausse comme indiqué sur mon pouvoir spécial. J'ai donc terminé, en fait, ma phase de pause. Enfin, je passe à la phase 3, qui est celle de défausse. Effectivement, à chaque tour, je serai en fin de tour obligé de défausser une carte de ma main. Donc, évidemment, je vais défausser celle qui me sert le moins, donc par exemple celle-ci. Mon tour est maintenant terminé, on passe au tour du joueur suivant. Alors, de la même façon, ce joueur va effectuer ces trois phases. Première phase, piocher une carte ou bien se corrompre pour en piocher plus d'une. Il décide de ne pas se corrompre, il pioche une seule carte qui vient rejoindre sa main. Évidemment, il ne montre pas ce qu'il pioche aux autres joueurs. Ensuite, il décide de poser, donc, et lui aussi de poser un clan devant lui, car il n'a pas encore de clan posé, évidemment.
et il décide de poser le clan du corbeau. Le clan du corbeau, il va en jouer 3 cartes. Comme il en joue 3 cartes, eh bien il décide de faire... Enfin, il fait le pouvoir avec 3 cartes, c'est-à-dire consultez le Jingoku et choisissez 3 cartes qui rejoignent votre main. Donc hop, il va poser ça devant lui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça lui fait 9 points. Alors évidemment, on va compter au fur et à mesure un petit peu les points pour savoir qui est en tête et qui est en retard, car c'est celui qui aura le plus de points de clan qui gagnera. Ce joueur va consulter le Jingoku. Je vous rappelle que c'est ceci, donc en fait, il va pouvoir regarder toutes les cartes qu'il y a dans le Jingoku et sélectionner ce qui l'intéresse. Attention, consulter le Jingoku sera interdit par les autres joueurs si on ne joue pas une capacité spéciale le permettant. Donc normalement, on ne peut pas regarder en fait ce qui a été jeté, il faut essayer de s'en rappeler. Donc là, le joueur va consulter ceci et il va choisir, comme le dit son pouvoir, 3 cartes de son choix pour compléter sa main. Il termine évidemment son tour en défaussant une carte de sa main, et puis on passe au tour du joueur suivant, et ainsi de suite. Alors imaginons que le joueur suivant décide de jouer un clan du crapaud. Le clan du crapaud, si on pose 2 cartes, et il a seulement 2 cartes, eh bien il renvoie une carte dans la main de son propriétaire, donc il choisira en fait n'importe quel joueur et il pourra lui dire de récupérer n'importe quelle carte qui se trouve devant lui. Mais si on pose 3 cartes, ça permet de renvoyer carrément un clan dans la main de son propriétaire. Donc il décide d'y adjoindre un Ronin. C'est marqué sur les cartes Ronin. Le Ronin est considéré comme une carte du clan avec lequel il est posé. Donc paf, il pose ces cartes-là. Et donc c'est comme s'il avait joué 3 cartes du clan du crapaud devant lui. Donc il va pouvoir, boum, faire ceci et m'obliger par exemple à récupérer toutes les cartes pour que je les remette dans ma main. Après avoir défaussé une carte, eh bien, le joueur suivant a décidé de se corrompre. Comme il a tiré une carte 2 du dessus du paquet, il a pioché évidemment 4 cartes qu'il a ajoutées à sa main, et ensuite il décide de poser un clan de l'araignée, et il décide de poser 4 cartes. Lorsqu'on pose 4 cartes à la fois, attention, c'est le nombre maximum qu'un clan pourra faire. Chaque clan ne pourra être composé que de 4 cartes au maximum devant un joueur. Eh bien, il réalise évidemment l'effet 3 cartes du jeu, même si c'est pas marqué 3. Donc là, détruisez un clan. Donc détruire, c'est carrément envoyer en fait un clan adverse dans le Jingoku. Il décide donc d'effectuer ce pouvoir sur ce joueur-là, qui râle parce que, bam, Wata, il s'est pris un beau Wata dans la tête. Il perd tout son clan du corbeau. On repasse donc à moi, premier joueur. Alors imaginons qu'il y ait eu déjà 2 tours de jeu, que j'ai eu le temps de poser quelques cartes sur la table qui ne sont pas revenues dans ma main ou ont été détruites par les différents pouvoirs. En deuxième action, c'est-à-dire poser des cartes, on peut aussi renforcer des clans. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de poser un nouveau clan, alors attention évidemment, lorsqu'on pose un nouveau clan, on ne peut pas poser 2 clans de même type, hein. Si on a déjà fait un clan du dragon, on ne pourra pas poser un autre clan du dragon. Eh bien, je peux décider de compléter un clan. Alors, pour compléter un clan, par exemple, si je décide de compléter le clan du renard, eh bien, j'ai le droit de poser de 1 à 3 cartes, en faisant attention que je ne dépasse pas le total qui est de 4 cartes au maximum. Donc là, par exemple, avec un renard et un clan du renard, je pourrais décider de poser 2 cartes pour compléter en fait mon clan du renard. À ce moment-là, comme j'ai joué 2 cartes, le renard étant considéré comme étant une carte, eh bien je vais évidemment appliquer l'effet en fait du clan lorsque je pose 2 cartes. Si par contre je compense en ne posant qu'une seule carte, eh bien là je ne pourrai pas effectuer le pouvoir. Effectivement, c'est le nombre de cartes posées dans le tour qui détermine si on va ou non pouvoir réaliser le pouvoir. Donc par exemple, je pourrais décider de faire ceci pour effectuer le pouvoir du clan du renard. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est-à-dire de placer les cartes yokai. Alors attention, les cartes yokai qui ont un tour en bambou comme ceci ne peuvent pas être posées au début parmi un clan, ce ne sont pas des jokers, elles ne peuvent être utilisées que pour renforcer un clan, toujours pareil, ça ne peut pas dépasser 4. Et on ne peut les poser que toutes seules, donc il me serait interdit de la poser, par exemple, en un seul tour avec le clan du renard. Donc lorsque j'utilise un yokai, je joue tout seul. Et je fais son pouvoir, car effectivement, tous les yokai, en fait, ont un pouvoir spécial, unique, qui se déclenche lorsqu'on renforce un clan avec eux. Dans mon exemple, je joue Nezumi, qui me permet de choisir un adversaire qui va devoir défausser 3 cartes, c'est-à-dire jeter 3 cartes dans le Jingoku.
de son choix. Et la partie se poursuit ainsi à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur parvienne, lors de la phase de pause, à poser un 4e clan devant lui, quel que soit le nombre de cartes dans le clan. Donc c'est-à-dire que même en posant un clan à 2, et bien boum, ça ferait se terminer immédiatement la partie. Donc dès que je pose un 4e clan, eh bien on arrête immédiatement. Les cartes qu'on reste en main ne servent à rien, car on va tout simplement faire le total de tous les points des clans posés devant nous, auxquels on va soustraire les cartes qui sont dans notre corruption, effectivement, là où les cartes, si on n'en a pas, évidemment, on n'a pas de points négatifs, et évidemment, c'est le joueur qui aura le plus grand total à ce moment-là qui l'emportera. Donc faites attention lorsque vous posez votre 4e clan, de voir si vous êtes bien en tête. En général, il faut réfléchir avant de précipiter la fin de la partie, car si vous avez moins de points qu'un autre joueur autour de la table, eh bien c'est ce joueur-là qui gagnera, et donc pas forcément le joueur qui a posé son 4e clan. Voilà, donc avec ce mode, avec mes 47 points, j'aurais gagné la partie. Le deuxième joueur aurait été celui-ci avec ses 20 points, troisième joueur celui-ci avec 17, et enfin celui-là avec 15. Alors, parlons maintenant du mode grand maître. Dans le mode grand maître, ça va se dérouler exactement de la même façon sur les manches, mais on va jouer en 3 manches, et le décompte final va amener quelques petites modifications pour savoir qui l'emportera, car effectivement, on comptera les points grâce au pion ninja, qu'on aura reçu au fur et à mesure du jeu. Donc au début du jeu, chacun va placer sa petite réserve de pions ninja devant lui, pour compter les points qu'il recevra éventuellement dans la manche. On va bien sûr recevoir toujours son pion maître ninja pour pouvoir placer sa corruption dessous. On va faire comme en début de partie, sauf qu'on va placer le plateau au centre du jeu. Les cartes shinobi seront placées sur l'emplacement shinobi, c'est marqué sur le jeu. Le jingoku sera ici, les cartes que l'on défausse, donc comme en début de partie, en fait, comme sur le mode normal, chaque joueur tirera une carte, on regardera qui a le plus gros chiffre, et puis ce sera lui qui sera déterminé premier joueur, et ce premier joueur prendra le jeton chouchou de l'empereur, pour se rappeler que c'est lui qui a commencé lors de cette manche-là. Ensuite, nous placerons ce paquet Temple de l'Ombre bien mélangé face cachée ici, le paquet Cour impériale bien mélangé placé ici, et enfin, nous allons prendre les cartes boss finales. On va bien les mélanger, effectivement, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 5. On va en placer une face cachée au centre du jeu, et ce sera le boss final qu'il faudra que l'on affronte. Et ensuite, nous mettrons 3 autres cartes boss final autour, qu'on n'affrontera pas, et il va vous en rester une que vous allez remettre dans la boîte sans la consulter, comme ça on ne sait pas qui sera le boss final que l'on affrontera à la fin du jeu. Alors la partie se déroule exactement pareil que dans le mode initiation, on va donc effectuer la manche, et à la fin, donc là j'ai gardé les mêmes cartes, eh bien on va attribuer en fait des pions ninja en fonction du classement. Donc là, le joueur qui a obtenu le plus de points lorsqu'on joue à 4 joueurs va recevoir 4 pions ninja, le deuxième joueur recevra 3 pions ninja, le troisième 2 pions, et le dernier 1 pion. Alors évidemment ça change en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez seulement à 3, le premier gagne 4 pions ninja, le deuxième 3 pions ninja, et le troisième 1 pion ninja. À 2 joueurs, le premier gagnera 4 pions ninja, et le deuxième 2 pions ninja. Alors attention pour ce comptage, en cas d'égalité, les joueurs reçoivent le même nombre de pions ninja. Si par exemple en première place nous avions été 2 joueurs avec exactement le même nombre de points, eh bien nous aurions reçu tous les deux 4 pions ninja, et le troisième joueur aurait finalement pris la deuxième place avec 3 pions ninja, et ainsi de suite pour les autres. Alors ceci étant fait, on va attribuer le jeton chouchou de l'empereur à celui qui vient de gagner la manche. Donc là, c'était moi, donc je reste chouchou de l'empereur. Ensuite, on va regarder qui a perdu la manche. Donc là, par exemple, c'est notre joueur rouge qui a obtenu le moins de points lors de la manche. Et donc, ce joueur-là va avoir un petit pouvoir, histoire de rattraper les autres joueurs. Il va pouvoir utiliser le pouvoir du Temple de l'Ombre. Il a 2 choix possibles à ce moment-là. Soit il va pouvoir piocher les 2 premières cartes spéciales du Temple de l'Ombre, choisir celle qu'il désire garder en main, et défausser l'autre, qui va être défaussé sous le paquet du Temple de l'Ombre. Soit, au lieu de faire ceci, il peut décider de regarder secrètement
une des 3 cartes boss qui sont placées ici. Car effectivement, au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir peut-être regarder ces boss-là. Comme il y en a 3 à regarder sur les 5 disponibles, ça peut vous donner une idée du boss final que l'on va affronter. Donc s'il désire utiliser ce pouvoir-là, il choisira n'importe laquelle de ces cartes boss, il la consultera secrètement avant de la remettre en place. Alors, s'il a choisi de récupérer une carte Temple de l'Ombre, il va tout de suite la placer face visible devant lui. Tout le monde va pouvoir savoir ce qu'elle fait, et elle sera valable pendant toute la durée de la manche suivante. Donc là, par exemple, Oracle des Ombres, au début de votre tour, consultez la première carte de la pile Shinobi, puis reposez-la face cachée sur la pile. Donc ça, ce sera placé devant ce joueur, et ça voudra dire que sur la manche suivante, eh bien, à chaque tour, il pourra consulter cette carte-là avant de commencer à jouer, et ensuite il décidera est-ce qu'il décide de piocher une carte ou bien de se corrompre pour essayer de récupérer plusieurs cartes. Donc ça va lui donner un petit avantage par rapport aux autres joueurs. À la fin de la manche, par contre, cette carte sera défaussée sous la pile du Temple de l'Ombre et ne pourra pas être utilisée lors de la manche suivante. Ensuite, en commençant par le chouchou de l'empereur, celui qui a gagné la manche précédente, eh bien nous allons, à tour de rôle, pouvoir placer dans le centre aiguille d'une montre les jetons qu'on a reçus, les pions ninja qu'on a reçus. On peut décider de placer un pion ou plus d'un pion en fonction des endroits où on les pose sur le plateau de jeu. Alors, quels sont les différents lieux où on peut envoyer des pions gagnés? Eh bien, on peut en envoyer en mission, ici. Si on le désire, on peut envoyer, lors de son tour, un ou plusieurs pions, si on le souhaite, sur cet endroit-là. Chaque pion qui sera placé ici en fin de partie nous rapportera 10 points de victoire. Donc là, par exemple, si j'en place 3, eh bien, ça me fera 30 points de victoire. Et puis ensuite, ce sera au deuxième joueur de placer des pions, etc. Dès que je vais atteindre, en posant des pions, un nombre pair d'étoiles ninja posées, eh bien j'aurai le droit de regarder un boss. Effectivement, j'envoie mes ninjas en mission d'éclairage pour pouvoir regarder en fait une des cartes qui se trouve autour du village et ainsi petit à petit déduire quelle est la carte centrale. Par contre, on ne peut jamais regarder la carte centrale, hein. Donc ça permet de regarder une de ces cartes-là si j'arrive à un nombre pair. Donc là, par exemple, en posant 3, eh bien, immédiatement, j'aurai le droit de regarder une des cartes qui est autour. Si, au tour suivant, je repose encore une autre, eh bien, bam, j'arrive à nouveau à un nombre pair, eh bien, j'aurai le droit de regarder une deuxième carte boss. Alors, deuxième endroit du plateau où on peut poser des pions, eh bien, ici, à la cour impériale, mais attention, par tour, c'est-à-dire par manche, on ne peut poser chacun qu'un seul pion dans la cour impériale. Lorsque je pose un pion, celui-ci me rapportera aussi 10 points de victoire à la fin de partie. Et par contre, il me permet de piocher la première carte de la cour impériale, de la consulter secrètement et de l'ajouter à ma main de cartes. Cette carte pourra être jouée pendant la manche suivante et elles font toutes des capacités spéciales. Donc par exemple, l'exorcisme, détruisez le yokai ciblé. Cette carte peut être jouée au moment où un yokai arrive en jeu et avant qu'il n'applique son pouvoir. Donc si un joueur par exemple pose un yokai en renfort d'un de ses clans, eh bien paf, je pourrais sortir cette carte, détruire ce yokai et ensuite défausser cette carte qui est par contre à usage unique contrairement au pouvoir du Temple de l'Ombre que nous avons vu tout à l'heure. Enfin, troisième et dernier endroit où on peut poser des pions ninja, sur la carte de boss, afin de marquer des points de victoire en fin de partie en fonction de cette carte de boss, car effectivement nous avons vu qu'il y a 5 cartes de boss différentes, et que chacune va nous permettre de gagner ou de perdre des points de victoire en fonction du nombre de pions ninja qu'on aura posé dessus au cours des 3 manches. Alors faisons l'exemple de fin de tour. Par exemple, le joueur rouge est arrivé en dernier, donc il a décidé de piocher une carte au lieu de regarder secrètement un des boss, histoire d'avoir un pouvoir pour la manche suivante. Ensuite, en commençant par le joueur qui a reçu le chouchou de l'empereur, eh bien je décide de ce que je fais. Donc par exemple, hop, je pourrais décider de poser 2 jetons ici pour regarder un des boss qui se trouve autour de la table. Je décide de regarder celui-là.
ah tiens, c'est le Gaijin, nous verrons un petit peu ensuite les boss, comment ça fonctionne, et je le repose en place. Ensuite, dans l'ordre du tour, on passe au joueur gris, qui lui n'a reçu que 2 jetons ninja. Eh bien, il décide d'en placer un ici pour pouvoir recevoir une carte spéciale à utiliser pour le tour d'après. On passe au joueur rouge qui n'a qu'un seul jeton à utiliser. Celui-ci décide aussi de jouer ici pour recevoir une carte spéciale à utiliser. On passe au joueur noir qui lui a 3 jetons ninja. Il décide d'en utiliser un ici pour récupérer une carte spéciale. On repasse au premier joueur, c'est-à-dire à moi. Il me reste encore 2 jetons. Eh bien, je pourrais, par exemple, en placer un ici aussi pour recevoir une carte spéciale. Comme ça, tout le monde en aura une. Au joueur gris qui n'a plus le droit de poser son deuxième jeton ici, puisqu'il en a déjà posé un. Donc, c'est soit sur le boss, soit là. Il décide d'en poser un par hasard sur le boss. On passe donc au joueur suivant, le joueur rouge qui n'a plus de jetons, donc il ne se passe rien. Le joueur noir qui pourrait décider lui aussi de placer 2 jetons ninja pour regarder une des cartes boss placées autour. Enfin, il me reste moi un jeton à utiliser, ben, je n'ai pas le choix, enfin soit je le place ici, soit je le place là. Imaginons que je décide de le placer là. La manche est donc terminée, on entame donc une autre manche en redistribuant des cartes, toujours 7 au joueur qui a reçu le jeton chouchou de l'empereur, 8 pour les autres joueurs, et c'est reparti pour une deuxième manche. Le jeu va ainsi se poursuivre avec une deuxième manche, et enfin une troisième manche. Attention à la fin de chaque manche, toutes les cartes spéciales qui ont été récupérées par les joueurs au cours d'une manche, si elles ne sont pas utilisées lors du tour, enfin lors de la manche suivante, elles seront défaussées. On ne peut les utiliser qu'à la manche d'après. Alors, lorsque la partie prend fin, c'est-à-dire à l'issue de la troisième et dernière manche, eh bien, on va tout simplement retourner cette carte boss et on va comptabiliser les points avec elle, plus les étoiles ninja qui ont été placées sur les 2 autres endroits. Je vous rappelle qu'on gagne 10 points par pion marqué dessus. Donc, les cartes boss. Tout d'abord, on va regarder en fait ce qui est marqué à côté de la tête de mort. C'est le nombre de pions ninja que les joueurs vont devoir perdre sur le boss avant qu'on effectue un comptage en fonction du nombre d'étoiles ninja qui reste, le nombre de points de victoire que l'on marque éventuellement. Donc là, dans ce cas-là, eh bien, tout le monde perd un jeton. Donc on enlève un jeton de chaque, hop, qui seront complètement défaussés, qui ne serviront pas pour le comptage. Et ensuite, on effectue le comptage final. Donc là, par exemple, moi, je suis jaune. Imaginons, il me reste 1. Eh bien, c'est bon, comme je suis à 1 avec les zombies, je marque 0 points. Effectivement, pour ceci, on marque moins 30 si on a 0 personnage, mais par contre, on marque 0 points si on a réussi à mettre au moins un personnage, enfin une étoile ninja à cet endroit-là. Donc là, seul le joueur noir n'a pas encore un pion restant, et donc seul celui-ci va prendre moins 30 points. Donc par exemple pour lui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 moins 30, eh bien ça ne lui fera que 30 points. Moi j'ai 0, 10, 20, 30, 30 points aussi, ça fait une égalité. Pour le joueur rouge, il a 2, donc ça lui fait 0 aussi, il a aussi 30 points. Et voilà, et pour le joueur noir, on a déjà vu qu'il avait 30 points. Et c'est donc le joueur gris qui a seulement 10 points, car il a placé trop de points sur le zombie. Donc, en cas d'égalité, comme c'est le cas ici, on va regarder qui est le moins corrompu, et le joueur le moins corrompu emportera la partie. Donc là, vu qu'il y a une égalité entre tous ces joueurs, eh bien ce serait le joueur rouge qui gagnera, car lors de la dernière manche, il n'a fait que 2 points de corruption. Alors, quels sont les 5 boss différents que l'on peut affronter? Il y a le Dark Shogun. Celui-ci ne nous fait pas perdre de pions par rapport à ceux qui sont posés dessus, et il suffit d'en avoir posé un pour que ça nous rapporte 50 points, et ça ne change pas, quel que soit le nombre de jetons posés dessus. Ensuite, nous avons les Gaijin. Les Gaijin ne nous font rien perdre du tout en points. Par contre, il faudra avoir ensuite minimum 3 points de placé pour commencer à faire des points de victoire. Effectivement, si vous avez 0, 1 ou 2 pions de placé dessus, vous prendrez moins 30 à la fin de la partie. Par contre, pour 3, 30 points, pour 4, 60 points, pour 5, 90 points, et pour d'autres points supplémentaires, ça fera toujours 90. Ensuite, nous avons Ma Mao. Celle-ci ne fait pas perdre de points non plus, de pions non plus posés dessus.
Et nous voyons qu'en fait, elle nous fait perdre 50 points si on n'a placé aucun personnage dessus, 10 points si on n'en a placé qu'un, et donc il faudra plutôt en avoir placé qu'un, car c'est le moins de points que l'on perd, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, en fonction du nombre de pions posés dessus. Enfin, nous avons Grugazor, pardon. Celui-ci nous fait perdre 2 pions placés dessus par joueur, et ensuite il faudra avoir posé un maximum de points, c'est-à-dire 4, pour marquer 120 points. Effectivement, à 5 ou plus, vous marquerez aussi 120 points, donc inutile d'en mettre plus que 4. Mais au total, 4 et 2, 6, puisque nous n'oublions pas qu'il y en a 2 qui vont se faire manger d'abord. Et enfin, nous avons les zombies que nous venons de voir, et qui nécessitent d'avoir placé au moins 2 pions dessus, un qui va se faire manger, et un qui va nous rapporter 0 points, si on ne veut pas prendre la pénalité de moins 30. Donc effectivement, sur ces cartes-là, comme elles sont disposées en fait autour du plateau principal, et bien si vous arrivez à voir les 3, eh bien vous pouvez déduire en fait les 2 qui restent, puisque je vous rappelle qu'il y en a un qui est placé sur le plateau et l'autre dans la boîte de jeu. C'est de la déduction. Voilà donc pour Shinobi Wata, un excellent petit jeu de cartes avec des parties plutôt courtes. Vous comptez 20 minutes si vous jouez à 2 joueurs, jusqu'à 1 heure en fait si vous jouez à 4, mais c'est assez plaisant et c'est juste un petit jeu de cartes avec des cartes spéciales et une façon de compter les points assez originale. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.